МКС на связи. Прием с высоты 400 километров. Рады слышать вас. Astronomie, astrophysique, Связи, Геннадий Иванович. cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Ah oui, ce générique est on ne peut plus adapté à la sortie de mon nouveau roman qui s'appelle Impact. Pour savoir pourquoi, eh bien je vous renvoie vers ce livre que vous pouvez télécharger gratuitement dès maintenant sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Et pour vous donner envie un petit peu de découvrir cette nouvelle histoire, eh bien je vous propose la lecture tout de suite du premier chapitre, ce qui vous mettra dans le bain de cette histoire et en tout cas le début comme une sorte de teasing pour vous donner envie et pourquoi pas aller plus loin. Allez, on commence tout de suite. Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 1, 16 juillet 2025. Keiko s'était versé un thé. Elle avait posé son gros mug rose à côté du clavier. Les deux écrans devant elle étaient constellés de petites icônes vertes. Le dimanche, les bureaux de la JAXA étaient presque tous vides. Keiko n'aimait pas cette ambiance trop silencieuse. Elle lui préférait les journées animées, emplies de cris et de sonneries de téléphone. Les astreintes de week-end se faisaient à tour de rôle, et ça n'arrivait qu'une fois par an, heureusement. Il n'y avait qu'un seul satellite à surveiller en ce moment. En fait, ce n'était pas un satellite, c'était mieux que ça. C'était un télescope spatial. Ce petit bijou de la technologie nippone était appelé X-RISM, un acronyme qui cachait l'objectif de ce télescope assez particulier. Il signifiait X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission, son but étant de produire des images et des analyses spectroscopiques dans le domaine des rayons X. L'agence japonaise n'était pas seule aux commandes de cet instrument dédié à l'étude des objets les plus violents de l'univers, trous noirs, étoiles à neutrons et autres supernovas. Elle s'était associée à de nombreuses institutions japonaises, mais aussi d'autres pays. Keiko connaissait par cœur l'histoire sinueuse de ce télescope. X-RISM était un remplaçant. Il prenait la suite d'un autre télescope du même type qui avait malencontreusement subi une très grave avarie seulement 2 semaines après son lancement en 2016. La technologie du télescope Hitomi était bien plus complexe que celle de X-RISM, et c'était sans doute ce qui lui avait valu sa perte. Sa défaillance en orbite avait été due à une erreur dans son logiciel de contrôle de vitesse de rotation. Au lieu de ralentir sa rotation, le contrôle d'attitude de Hitomi avait généré une accélération. Un simple bug. D'après les analyses de l'époque, sa rotation s'était emballée suite à une correction d'orientation et elle avait fini par disloquer des composants du télescope par la force centrifuge. Cela avait mis fin prématurément à sa courte vie en orbite, en créant au passage une petite quantité de débris. Les ingénieurs japonais avaient beaucoup appris de cette grossière erreur de programmation et n'avaient pas refait les mêmes choix logiciels pour X-RISM. Keiko était encore au lycée à cette époque, mais elle s'intéressait déjà à la technologie spatiale, même si intégrer la JAXA n'était encore pour elle qu'un rêve. 9 ans plus tard, elle était devant ses écrans à surveiller les données télémétriques de X-RISM et en même temps avancer sur le rapport qu'elle devait rendre à la fin du mois à son chef de service. Elle buvait souvent un thé en fin d'après-midi pour se donner du courage pour finir la journée de travail. Keiko était ingénieure d'études en aérologie à l'Institut des sciences spatiales et astronautiques de la JAXA depuis 2 ans. Elle étudiait l'effet des variations de densité atmosphérique sur le freinage orbital des satellites en orbite basse.
Avec une équipe de chercheurs de l'université de Tokyo, elle participait à un programme de recherche qui visait à comprendre l'impact de l'activité solaire sur les hautes couches atmosphériques. Plus la densité résiduelle de la haute atmosphère était forte, et plus les satellites qui se déplaçaient à moins de 400 km d'altitude pouvaient être freinés et ainsi perdre de l'altitude, ce qui les faisait rencontrer plus de molécules de gaz et donc les freiner encore davantage, jusqu'à leur rentrée atmosphérique destructive. Des études avaient été menées quelques années auparavant sur le lien qui existait entre le cycle d'activité solaire de 11 ans et l'évolution à long terme de la densité des plus hautes couches atmosphériques. Le lien de causalité avait été démontré. La haute atmosphère devenait plus dense au moment des maxima solaires et les satellites en orbite basse, en LEO comme on disait, subissaient plus de freinage orbital par période de 11 ans. On était en ce moment même au maximum du cycle 25 du Soleil, et l'équipe du professeur Toshimura avait suivi de près l'évolution de la haute atmosphère ces 5 dernières années, à l'aide de mini-satellites qu'on appelait parfois des CubeSats. Keiko et l'équipe du professeur Toshimura montraient dans leur étude que le risque d'échec d'un lancement de satellites en orbite basse au cours des maxima d'activité solaire était 7 fois plus grand que lors des minima solaires. Le rapport que Keiko écrivait pour son supérieur direct était un résumé de l'étude à laquelle elle avait participé pour le compte de l'agence japonaise. Heureusement, X-Rism avait été lancé en 2023, sans trop de retard et sans trop de risques. Alors qu'elle remuait son thé en jetant un œil sur l'écran de contrôle du télescope, tous les voyants passèrent brusquement de vert à rouge clignotant. Keiko eut le réflexe bizarre de regarder quelle heure il était. 17h13. Elle n'avait jamais vu ça. Tous les indicateurs de télémétrie étaient passés au rouge en même temps. C'était complètement anormal, comme si plus rien ne fonctionnait en même temps, même les éléments redondants qui donnaient de la robustesse dans les communications avec ce genre de satellite, suivis par plusieurs antennes dans le monde. En un éclair, Keiko repensa à Hitomi. Face à une anomalie de télémétrie de cette ampleur, elle ne pouvait rien faire d'elle-même. Keiko prit le téléphone et appela immédiatement le numéro d'urgence qui était noté dans le manuel de la procédure d'urgence. C'était le numéro de portable de Monsieur Kitano, le responsable scientifique de X-RISM à l'Institut des sciences spatiales et astronautiques. Keiko fut brève. Elle demanda ce qu'elle devait faire après avoir décrit ce qu'elle voyait sur ses écrans. La réponse fut non moins brève. J'arrive. Monsieur Kitano arriva 12 minutes après l'appel de Keiko. Il avait la chance, ou la malchance, d'habiter à Sagamihara même, dans le quartier de Fushinobe, non loin des universités. Alors que d'ordinaire il venait à l'institut à pied, il était venu en voiture. À son arrivée, Keiko s'excusa plusieurs fois de l'avoir dérangé par un dimanche ensoleillé, et s'excusa de ne pas avoir pu régler le problème elle-même. Elle était confuse. Kitano lui répondit qu'elle n'y était absolument pour rien, et qu'elle avait fait ce qu'il fallait dans une telle situation. Il s'assit devant les écrans de contrôle et observa les indicateurs durant quelques secondes. Il ne disait pas un mot. Keiko alla s'installer au bureau situé dans le fond de la salle, attendant de savoir ce qu'elle aurait à faire dans les quelques heures d'astreinte qui lui restaient. La climatisation ronronnait. Elle ne pouvait pas croire qu'il soit arrivé la même chose à X-Rism que ce qu'avait subi Hitomi. Cela faisait déjà 2 ans que X-Rism était en orbite et qu'il fonctionnait à merveille. Les astrophysiciens du monde entier l'utilisaient tous les jours et il avait montré d'excellentes performances de détection. Et heureusement que X-Rism était là, car l'autre grand télescope à rayons X, le télescope Chandra de la NASA, avait subi une énième défaillance de gyroscope l'année précédente, ce qui l'avait rendu inutilisable. Mais celui-là avait bien vécu, presque un quart de siècle en orbite, un beau record seulement battu par l'increvable télescope Hubble.
Keiko espérait vraiment que ce qui se passait avec X-Rism n'était qu'un problème de communication. Elle voyait Monsieur Kitano au téléphone, l'air soucieux, et entendait seulement des bribes de phrases. Il raccrocha et continua à travailler avec un logiciel que Keiko ne connaissait pas. Elle se replongea dans son rapport. Après une dizaine de minutes, le téléphone à côté de Kitano sonna et il répondit en un éclair. Keiko voyait son air soucieux à l'écoute de son interlocuteur. Puis il parla pendant un long moment, suffisamment fort pour que Keiko entende. Il nous faut ces observations radar dès que possible. Faites le nécessaire auprès de nos partenaires américains. De notre côté, les tests de communication seront répétés toutes les 5 minutes sans interruption jusqu'à obtention d'une réponse. Les différents canaux seront utilisés. Il raccrocha, se leva lentement et se dirigea vers Keiko. Il lui dit d'un ton grave: X-Rism ne répond plus à aucune commande, même sur le canal de secours. Il est très possible que nous l'ayons perdu. Nous allons mener des observations radar pour voir si des débris se trouvent à sa proximité. Ce serait une catastrophe. Je suis désolé. Que puis-je faire pour vous aider répondit la jeune femme. J'ai lancé une procédure spéciale qui envoie des commandes et écoute le résultat toutes les 5 minutes. Il faut veiller à ce que le système Comlink exécute correctement ses appels. Vous pouvez effectuer cette surveillance? Oui, bien sûr. Je vais me rendre tout de suite au siège de l'agence à Chofu. Expliquez juste la situation à celui qui prendra votre relève ce soir. Un mémo de situation a été envoyé à tous les collaborateurs de l'Institut. Ils devraient connaître les grandes lignes. Très bien, monsieur. Elle se pencha pour le saluer. Kitano disparut rapidement, le visage fermé. Keiko se réinstalla au bureau de contrôle et posa son portable au bout de la table. Elle se disait que si monsieur Kitano évoquait déjà d'éventuels débris, il devait malheureusement imaginer une fin comme celle qu'il avait connue avec Hitomi 9 ans auparavant. Mais pourquoi une défaillance de ce type serait survenue plus de 2 ans après la mise en service du télescope se demandait Keiko. Un défaut du même type, d'origine logicielle, serait survenu bien avant, sachant que le télescope a été réorienté et repositionné à de multiples reprises depuis 2023. Keiko repensa soudain au rapport d'étude qu'elle était en train de rédiger sur l'impact de l'activité solaire, en se souvenant qu'on était en plein maximum. Elle savait que X-Rism évoluait sur une orbite basse, à seulement 550 km d'altitude. C'était même un peu plus bas que Hitomi, dont les restes se trouvaient encore à 575 km au-dessus de nos têtes. C'était une grosse différence avec les autres télescopes à rayons X, comme Chandra et XMM Newton, qui, eux, avaient des orbites elliptiques qui allaient jusqu'à 100 000 km d'altitude. Chandra avait d'ailleurs peut-être dû son extrême longévité à ces révolutions bien au-delà de l'orbite géostationnaire. Keiko alla sur le site de référence le plus complet qui monitorait en continu l'activité magnétique du Soleil et ses éruptions, accompagnées ou non d'éjections de masse coronale, qui pouvaient atteindre l'orbite basse terrestre. Il était géré par l'agence américaine NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, qui avait une entité entièrement dédiée à la météo spatiale, comme les Américains l'appelaient. Le site du Space Weather Prediction Center permettait de voir en un coup d'œil la situation et l'historique des jours et des mois précédents. Ce que vit Keiko la stupéfia. Une gigantesque éruption solaire venait d'avoir lieu 3 jours avant, accompagnée d'une éjection de masse coronale de classe X qui se dirigeait en direction de la Terre. Elle savait que ces éjections de plasma magnétisé étaient bien plus lentes que le rayonnement X ou gamma du Soleil. Elles pouvaient mettre entre 1 jour et 4 jours pour parcourir la distance séparant le Soleil et la Terre. Et Keiko savait aussi que des satellites avaient déjà été endommagés par de telles bouffées de plasma solaire qui avaient complètement grillé leur circuit électronique. La jeune femme frémit à l'idée d'une causalité entre cette éruption et la perte de communication avec X-Rism. En revanche,
C'étaient surtout les satellites situés sur des orbites polaires qui étaient les plus touchés par les éjections de masse coronale. Or, X-RISM était sur une orbite beaucoup plus proche de l'équateur. Il devait être moins impacté, se disait-elle. Pour savoir quand exactement l'éjection de masse coronale était arrivée au niveau de la Terre, si elle était déjà arrivée, il suffisait de vérifier si des aurores polaires avaient été observées. Une coïncidence temporelle entre la date d'arrivée de l'EMC et la perte des signaux de X-RISM serait un indice crucial. Il n'y avait pas que les satellites en orbite qui pouvaient être fortement impactés par les EMC. Au niveau du sol, les réseaux de distribution d'électricité pouvaient aussi être grandement perturbés. Les éjections de masse coronale pouvaient créer des courants électriques dans l'ionosphère qui, à leur tour, généraient des courants électriques à l'intérieur de l'écorce terrestre. Et ces courants électriques se déplaçaient sur les chemins les plus courts, comme les pipelines et les lignes à haute tension. Ils pouvaient être à l'origine d'importantes surtensions au niveau des transformateurs, pouvant aller jusqu'à les détruire. Un exemple mémorable de ce phénomène était le blackout qu'avait subi le Québec en mars 1989 et qui avait privé 6 millions de personnes d'électricité pendant 9 heures en plein hiver. Depuis cette date, l'interconnexion des réseaux entre les pays s'était fortement accrue, ce qui rendait le monde entier plus fragile encore. Keiko connaissait l'histoire. Le blackout canadien avait eu lieu exactement lors du premier pic du maximum d'activité du cycle solaire 22. On était en ce moment juste après le premier pic du cycle 25. Entre deux coups d'œil sur Comlink, pour surveiller que les appels vers le télescope étaient bien lancés, Keiko rechercha toutes les informations intéressantes sur les anomalies magnétiques de l'atmosphère qui avaient été observées depuis 3 jours. Il était exactement 19 heures quand Keiko entendit des pas dans le couloir derrière elle. Elle se retourna et vit son collègue Akira Koshiba, qui venait la remplacer pour la nuit. Keiko lui expliqua la situation et l'invita à regarder ses messages pour avoir plus d'informations en provenance de leur hiérarchie. Mais Keiko ne dit rien sur les informations qu'elle avait déjà rassemblées au sujet de la tempête magnétique qui venait d'avoir lieu. Il était encore trop tôt, pensait-elle, et elle avait besoin d'obtenir d'autres informations pour pouvoir prouver un lien de causalité avec le dysfonctionnement de X-RISM. Keiko Tanamura quitta le bâtiment de l'ISASP pour se retrouver dans la moiteur d'un orage naissant. Avant que n'arrive son remplaçant d'astreinte, elle avait un peu mis de côté la rédaction de son rapport d'étude pour chercher tout ce qu'elle pouvait trouver sur l'éruption solaire qui avait eu lieu. Elle avait compris que l'éjection de masse coronale avait très probablement atteint la Terre quelques heures avant qu'elle ne découvre toutes les icônes rouges clignotantes sur son écran de contrôle. Malheureusement, il était illusoire de chercher des témoignages d'apparition d'aurores dans l'hémisphère nord à cette époque de l'année. Au mois de juillet, la nuit était quasi inexistante au-delà du cercle polaire arctique. C'était donc du côté de l'hémisphère sud, et peut-être même directement vers l'Antarctique qu'il fallait se tourner. Si des aurores intenses y avaient été observées ces dernières heures, le flux de protons détecté par la sonde Conus Wind, qui était mentionné dans les rapports de la NOAA, peu de temps avant 17h13, serait probablement la partie avant de ce blob de plasma solaire, et la coïncidence temporelle avec la défaillance de X-RISM serait établie. Keiko avait vérifié que la position du télescope à ce moment-là était du côté jour, et qu'il n'était donc pas protégé par l'écran naturel que formait la Terre face au Soleil la moitié du temps. Après 20 minutes de marche dans la chaleur du soir, elle arriva bientôt à la gare de Fushinobe pour prendre son train en direction de Yokohama. En montant dans la rame délicieusement climatisée, Keiko pensait à la façon qu'elle devrait employer pour proposer aux responsables scientifiques de la mission son idée d'un lien avec l'éruption solaire.
Elle voulait être la première à le faire avant que d'autres aient eu l'idée de faire cette association. Elle avait noté sur son portable le numéro de Monsieur Kitano, qu'elle avait dû appeler quelques heures auparavant. Comme il savait maintenant qui elle était, elle pourrait facilement le contacter, se disait-elle. Elle utilisa la grosse heure de trajet qui la séparait de Yokohama pour continuer à chercher des informations sur d'éventuelles aurores australes qui auraient lieu actuellement ou dans les heures précédentes, que ce soit à la pointe sud du Chili, en Nouvelle-Zélande ou aux différentes bases scientifiques antarctiques. Il était 20 heures au Japon, ça faisait donc 8 heures au Chili et minuit en Nouvelle-Zélande. La nuit venait de se finir au Chili et était déjà bien entamée dans le pays du long nuage blanc. Concernant l'Antarctique, la question ne se posait pas. Keiko parcourait le web à la recherche d'indicateurs de perturbations magnétiques issus de stations scientifiques, que ce soit dans l'hémisphère nord ou sud, ainsi que de témoignages oculaires d'aurores de la part de Chiliens ou de Néo-Zélandais, mais aussi éventuellement en provenance des quelques centaines de personnes qui devaient hiverner dans les bases antarctiques. Elle se souvenait avoir vu une fois, au cours d'une errance Internet, qu'un scientifique suédois en mission en Antarctique postait des images d'aurores polaires, mais elle ne se souvenait malheureusement pas de son nom. Elle essayait de retrouver sa trace frénétiquement alors que le train quittait la gare de Nagatsuta. La voiture était aux trois quarts vide. L'écran central indiquait la météo régionale du lendemain, encore chaude et ensoleillée avec orage en soirée. Puis la carte fut remplacée par celle du trajet restant, ainsi que la vitesse actuelle du train. On avait fait à peu près la moitié du chemin, et avant d'arriver à Yokohama, il y avait encore 3 arrêts, à Tokai-Shiba, Nakayama et Kamoi. On arriverait à 20h29. La plupart des personnes présentes dans la voiture étaient plongées sur leur terminal personnel ou leur laptop. Keiko avait mis ses écouteurs pour tromper le silence. Elle écoutait un vieil album de Shonen Knife qui singeait les Ramones. Keiko retrouva enfin son glaciologue suédois. Il se nommait Magnus Andersen et il n'était visiblement plus sur la base de McMurdo, mais bien au chaud chez lui à Stockholm. Mais il continuait apparemment à s'émerveiller des aurores polaires. Andersen partageait des photos de ses collègues qui se trouvaient en Antarctique. Keiko souriait. Il n'avait rien posté sur ses réseaux sociaux depuis 2 jours, mais ça ne voulait pas forcément dire qu'il ne s'était rien passé depuis quelques heures. Keiko poursuivait ses recherches de témoignages visuels alors que le train arrivait dans les premiers quartiers de Yokohama. C'est au niveau de Toriyama-sho et du stade que Keiko poussa un petit cri qui fit lever la tête à 2 quadragénaires qui se trouvaient à 3 rangées devant elle. Sur son écran était affichée l'image d'une magnifique aurore d'un vert fluorescent. Elle venait d'être postée par Magnus Andersen sur son compte Mastodon. Le chercheur suédois disait, pour accompagner la photo, qu'elle venait d'être prise depuis la base antarctique de McMurdo. Il était 20h25. Andersen ne mentionnait pas l'heure exacte de la photo, mais on pouvait penser qu'elle datait de moins d'une journée, voire de quelques heures. Le plasma solaire était donc bien arrivé au niveau de la Terre. Keiko lui demanda à quelle heure la photo avait été prise. Andersen lui répondit dans la foulée. Il l'avait reçue une demi-heure plus tôt. Le train venait de s'immobiliser sur le quai de la gare de Shin-Yokohama. Keiko glissa son laptop dans son sac à dos, rangea sa gourde et sauta sur le quai pour courir vers l'escalator du métro. Keiko vivait toujours chez ses parents. Ils étaient actuellement en voyage en Amérique latine. Elle avait la maison pour elle toute seule, ce qui la réjouissait. Dès qu'elle arriva, elle alluma son enceinte connectée avec le volume presque au maximum et lança un morceau de Dinosaur Junior. Elle posa son laptop sur la petite table et continua à chercher des images d'aurore de moins de 24 heures. Elle voulait accumuler le plus de preuves possible avant de contacter Monsieur Kitano. Après avoir trouvé
Un nouveau témoin qui avait vu une aurore exceptionnellement brillante dans la petite ville de Punta Arenas quelques heures plus tôt, Keiko se sentait prête pour appeler le responsable scientifique de X-RISM pour lui parler des effets des éruptions solaires sur les systèmes électroniques des satellites et de cette éruption extrêmement puissante qui venait d'avoir lieu. Il était juste un peu plus de 21 heures. Elle pensait qu'elle pouvait encore appeler à cette heure, surtout dans cette situation d'urgence. Bonsoir, monsieur Kitano. Je suis Keiko Tanamura, de l'ISAS. Je vous ai appelé cet après-midi au sujet du problème de X-RISM lors de mon astreinte au centre de contrôle. Je voulais vous parler d'une cause probable de la défaillance. Oui, dites-moi, répondit sèchement Kitano. Eh bien, il y a eu une très forte éruption solaire il y a 3 jours. C'est l'éruption de classe X qui est nommée ATHK 87 par la NOAA. Elle a produit une éjection de masse coronale. Et cette éjection était dirigée exactement vers la Terre. Et elle est arrivée il y a quelques heures. Des aurores australes très puissantes ont été observées à plusieurs endroits de l'hémisphère sud, au même moment que l'anomalie de X-RISM. Comme vous le savez, de tels flux de plasma magnétisé peuvent endommager les circuits électroniques des satellites. Et j'ai vérifié quelle était la position de X-RISM à 17h13, et il n'était pas écranté par le globe. Le flux de l'éjection de masse coronale est arrivé directement sur lui. Après 2 secondes de silence, Keiko entendit un souffle, puis Kitano dit « Oui, cela aurait pu être une raison, mais je viens de recevoir les résultats des observations radar de la NASA, et il y a des débris autour de la position de X-RISM. » Des débris chuchota Keiko. S'il y a des débris, cela signifie qu'il y a eu une fragmentation qui ne peut être due qu'à un impact. Parce que le télescope était en pause à ce moment, et il n'y avait aucune manœuvre de positionnement. Cela ne peut pas être produit par une défaillance du télescope, comme ce que nous avons pu connaître dans le passé sur le télescope Hitomi. Je suis désolé. Je voulais vous aider à trouver l'origine de l'anomalie. Excusez-moi, je suis désolé. Keiko s'excusait platement d'avoir dérangé Monsieur Kitano. Elle ne voulait pas lui prendre plus de temps. Après s'être à nouveau excusée, elle prit congé en espérant que Kitano ne se souviendrait bientôt plus d'elle. Si Kitano disait vrai, ce dont on ne pouvait pas douter, c'était dramatique. Keiko savait que le problème des débris spatiaux devenait chaque jour plus grave. Mais perdre un télescope spatial comme X-RISM à cause de ça était une chose à laquelle elle n'aurait jamais cru.